Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, dans le dossier de la Sacrée Congrégation consistoriale que nous examinons, il y a, datant de cette époque, un gros pli contenant les coupures de journaux concernant la question qui vont de janvier à avril 1911, et qui nous permettent de mesurer le développement, l'ampleur et les finalités plus ou moins évidentes de la controverse. Cette controverse entre Monseigneur Ferrari, l'archevêque de Milan, et les frères Scoton. Donc simultanément, il y a toute une série de lettres des frères Scoton, du cardinal Ferrari, du cardinal Delay et d'autres, grâce auxquelles nous allons pouvoir suivre de près le développement des événements. Donc nous allons voir les pièces les plus importantes en suivant l'ordre chronologique. Comment se sont déroulés les événements du 9 janvier au 12 février 1911. Alors tout d'abord, une première lettre très longue de Monseigneur Gottardo Scoton au cardinal Ferrari, qui date du 7 janvier 1911. Rappelez-vous que le cardinal Ferrari avait publié une lettre pastorale. Donc, dès que fut publiée cette lettre, le journal L'Avenire de Bologne en rapportait l'extrait concernant la riscosa, élargissant par là même le rayon de sa publicité. Et Monseigneur Gottardo Scoton écrivit alors une longue lettre dans laquelle il confesse avant tout être l'auteur de l'entrefilet qui était paru dans la riscosa. Il déclare ensuite regretter d'avoir causé une grave douleur au cardinal, mais il est convaincu du bien fondé de ce qu'il avait écrit. Et il cherche à le prouver. Alors je ne vais pas citer toute la lettre, mais le passage des plus importants. À un certain moment, il écrit « Dans l'archidiocèse de Milan et dans ses séminaires, le dommage est vraiment grave. Nous recevons souvent des rapports de personnes ecclésiastiques ou séculières avec des faits précis, écrits noir sur blanc, et quant à moi, en ma conscience de prêtre, je ne peux pas et je ne dois pas vous le cacher, même au prix de perdre votre bienveillance qui m'est si chère. Et permettez-moi de manifester une autre idée à votre éminence. Par charité, ne prenez pas mal ma confidence sincère. Si votre éminence pensait avoir un journal catholique avec l'Unionnais, alors je devrais avouer que votre éminence, ne peut pas voir dans le clergé et dans les séminaires de son archidiocèse ni le modernisme, ni le semi-modernisme. Ensuite, le 10 janvier 1911, le cardinal Ferrari, donc peu de jours après, répond à Monseigneur Scoton. Et le contenu de la lettre peut se déduire dès le début de ces paroles. Votre lettre ravive la très vive douleur que j'ai déjà éprouvée à la publication connue de la riscosa.
Alors ici, dans cette lettre, il faut noter en particulier cet alinéa. « Ce que m'écrit votre éminence m'attriste encore plus. Nous recevons souvent des rapports de personnes ecclésiastiques ou séculières avec des faits précis écrits noir sur blanc. Ça, ces personnes, écrit-il, peuvent-elles se dire honnêtes? Peut-on recevoir honnêtement de tels rapports pour les jeter en pâture au public? Pourquoi n'en réfèrent-elles pas à l'archevêque si elles reconnaissent l'existence du mal dans les séminaires? Si elles ne croient pas devoir en référer à l'archevêque, pourquoi ne pas s'adresser directement au Saint-Père, ou lui écrire, ou à des congrégations romaines? Mais les rapporter aux journalistes pour qu'ils en tirent des nouvelles piquantes à jeter sur la place publique, c'est tout simplement une infamie que les hommes droits et sages en jugent. Alors, c'est vrai que la remarque du cardinal Ferrari était très juste. Monseigneur Andreas Coton lui répondit dans sa lettre du 18 janvier 1911, qu'on va voir après. Ensuite, troisième lettre, le 14 janvier 1911, c'est l'entrefilé, de la direction de la Riscosa sur la question. Donc après que l'Avvenire de Bologne eut publié la partie de la lettre pastorale du cardinal Ferrari concernant la Riscosa, cette dernière, dans son numéro du 14 janvier, publiait donc un entrefilé modéré dont voici la partie essentielle. Toutes ces informations, nous les tenons de l'Avvenire de Bologne, qui y ajoute les phrases habituelles d'une presse monopolisatrice de l'orthodoxie, d'un système de dénigration habituel et de semblable amabilité. Et maintenant, que pourrons-nous dire? Nous dirons avant tout que nous acceptons volontiers, de la main de Dieu, cette note de blâme, certain qu'il saura en tirer un très grand bien, au moins pour nous dans cette vie et dans l'autre. Nous dirons en second lieu que notre cœur pleure d'avoir attristé l'âme de l'éminent archevêque, à l'égard duquel nous avons toujours nourri des sentiments de vénération profonde. Nous dirons en troisième lieu que nous souhaitons à l'illustre Église de Saint-Ambroise la grâce de se maintenir toujours exempte de la pourriture du modernisme dans toutes ses nuances. Et nous dirons en quatrième lieu que nos points d'interrogation et nos commentaires, s'ils furent sans fondement, comme nous devons et voulons le croire, ne furent ni gratuits ni fantasques, ainsi que le laisse entrevoir l'Avvenire de Bologne. Et nous conclurons en disant que, protégeant nos sources avec le plus rigoureux silence, nous nous réservons de manifester avec précision et par écrit à son éminence le cardinal archevêque les raisons qui nous poussèrent à écrire. Alors, après cet entrefilé, avec un peu de bonne volonté, on aurait pu travailler efficacement à éteindre la controverse. C'est là que nous arrivons à la lettre de Monseigneur Andreas Coton au cardinal Ferrari, du 18 janvier. Cette lettre annoncée dans l'entrefilé de la Riscosa du 14 janvier peut être considérée comme une réponse à la lettre précédente du cardinal Ferrari, lettre qu'il avait adressée à Monseigneur Gottardo Sconton du 10 janvier. Après avoir exprimé sa vénération envers la personne du cardinal, il écrit « Dans l'illustre archidiocèse de Milan, les choses, en se référant aux principes, vont mal, plutôt mal.
Et pour prouver cette thèse, on allègue beaucoup de faits concrets. On commence à parler en particulier aussi du séminaire avec des faits concrets. Et entre autres, on rappelle comment une fois, on en avait déjà parlé, on fit au séminaire avec pompe un feu de joie de certains périodiques, de ceux seulement qui s'opposent à l'unionné. Et il ajoute, votre éminence, dans sa lettre pastorale, se plaint de la riscosa, parce qu'étant donné que dans le séminaire il y a des mots plus ou moins graves, la riscosa devait montrer ces mots à ceux qui pouvaient y apporter les remèdes nécessaires. En principe, la plainte serait juste, mais il me déplaît de devoir avouer que la riscosa ne le fit pas, pour la simple raison qu'elle ne trouvait pas d'écoute auprès de votre éminence. Je regrette de le dire, mais je me sens obligé en conscience à parler clairement. Il y a des années que votre éminence dit de la riscosa et des frères Scoton tout ce qui peut être dit de pire. Que ne dites-vous pas, éminence, de la riscosa et même de monseigneur Ferruggio à un groupe de prêtres de Vicense, venus de Milan, pour je ne sais quelle réunion scolastique, et qui s'était présenté à votre éminence. Que ne dites-vous pas de la riscosa, éminence, en accord avec monseigneur Castelli di Fermo, lors d'un repas de 40 couverts où étaient présents tant de jeunes prêtres? Quelle charge n'avez-vous pas donnée, éminence, à un prêtre du diocèse de Padoue contre la riscosa? Votre éminence comprendra que de cette façon, la riscosa ne pouvait rien espérer de votre éminence. Et finalement, monseigneur Andrea, tout en redisant son ancienne vénération pour le cardinal, conclut la lettre par cette affirmation: la riscosa est nécessaire pour secouer, et plus elle secoue, mieux elle accomplit sa mission. Ensuite, une 5e lettre du 25 janvier du cardinal Ferrari au cardinal Delay. Il accuse réception de la lettre du 9 janvier et il confirme l'idée qu'il lui est impossible de comprendre comment la riscosa, pour donner l'alarme, ait pu recourir à la publicité. Et il parle ensuite de l'unionné. Avec tout le respect que je vous dois, j'ose dire que le jugement que je lis dans votre honorée lettre me semble un peu sévère. Même en ce qui concerne Vercesi, le portrait qu'on fait de lui me semble un peu trop sombre. Quant aux partisans de Fogazzaro, qui sont une mauvaise engeance de pseudo-catholiques, on en trouve aussi à Milan, mais parmi les séculiers et en grande partie parmi les femmes, je ne pourrais pas en indiquer même un seul parmi le clergé. Sixième lettre, 4 février 1911, autre lettre du cardinal Ferrari au cardinal Delay. Donc, faisant suite à la précédente lettre, il transmet la copie de 2 lettres qu'il a reçues de monseigneur Andrea Scoton. Le cardinal Delay note les avoir données au Saint-Père et le cardinal Ferrari écrit « Votre éminence peut bien imaginer dans quel état je me trouve. Au milieu de tant de motifs de découragement, je ne peux qu'invoquer la justice. Qu'on fasse aussi des enquêtes, des examens, des procès, autant qu'on voudra. Je suis prêt à faire tout ce que le Saint-Père voudra de moi, mais il me serait trop pénible de rester sous le poids de si lourdes imputations, pour ne pas dire écrasantes, qui, bien qu'elles concernent directement le diocèse et les séminaires, retombent nécessairement sur l'évêque.
Alors, 7e point, 4 février 1911, c'est l'entrefilet de la Riscosa sur le différend qui existe. À ce moment-là, la presse commence à s'occuper de façon un peu plus intense de la question. D'où le nouvel entrefilet de la Riscosa, dont voici la teneur. On désirait de plusieurs côtés savoir où en est la Riscosa après la lettre pastorale de son éminence l'archevêque de Milan. Nous répondons. La Riscosa n'a pas l'habitude de parler à tort et à travers. Elle réfléchit avant d'écrire. Elle se modère lorsqu'elle écrit, ce qui n'est pas toujours vrai. Bon. Et quant à ce qu'elle écrit, elle a, ou au moins elle croit avoir, entre les mains, puisque tout le monde peut être trompé, un énorme paquet de preuves. Le 19 janvier, le Miles Christi, le soldat du Christ, Andreas Coton, de retour d'une mission sacrée, recueille et récapitule ces preuves dans un long rapport rédigé en double exemplaire. Une copie est respectueusement déposée entre les mains de l'éminentissime archevêque et l'autre confirmée par des documents jugés très graves par l'autorité et respectueusement déposée en d'autres mains avec le souhait qu'elle soit communiquée au Saint-Père. 2000 ans, il n'y a pas eu un mot. De Rome, nous avons reçu presque en même temps 2 réponses. Une par écrit, datée du 24, et une des lèvres augustes du souverain pontife, le 26, lors d'une audience accordée avec bienveillance par sa sainteté au frère du Miles Christi, Monseigneur Gottardo Scoton. Par l'œuvre de qui, de quelle façon, et jusqu'à quel point y aurait-il eu des tromperies? Ce n'est pas un fait qui nous regarde, mais nous ne fûmes pas les tromper. C'est regrettable, mais malheureusement, sur ce qu'a écrit la Riscosa, nous n'avons rien à rétracter, ni à corriger, ni à atténuer, ni à expliquer dans un sens différent de celui que donne la lettre. À Milan, dans l'ordre des principes, cela va mal, très mal. Il en est ainsi, et il en sera toujours ainsi, aussi bien chez les particuliers que dans les instituts publics, parmi les laïcs et le clergé, dans les cures, dans les couvents, et aussi dans les antichambres des prélats, tant que les idées avancées de l'Unionnais et d'autres périodiques du même genre, Vivier et véhicules du modernisme, domineront en souveraine. À Rome, on a apprécié que la Riscosa ait ouvert le feu. Et notre consigne est celle-ci, qu'on n'économise ni la poudre ni les cartouches. C'est donc à nous de ne faire de quartier ni au modernisme, ni à ses dérivés, ni à ses véhicules, quel que soit le lieu où il se cache. Et s'il est vrai qu'on trouve de la pourriture dans le clergé, de l'illustre archidiocèse de Saint-Ambroise et de Saint-Charles, il est tout aussi vrai qu'on y trouve du sain et du robuste. Nous le savons, et Rome le sait mieux que nous, ainsi que Milan. Son éminence, le cardinal archevêque, avec sa piété éclairée et son zèle apostolique, saura remettre à leur place les hommes et les choses. Alors, c'est vrai que la prudence n'avait pas toujours été la vertu principale des frères Scoton. Ils ont de leur côté, à ce moment-là, la circonstance atténuante de la dure campagne de presse qui commence à se faire bruyante. Et malgré cela, il faut se demander si la publication de cet entrefilet a été opportune. Alors la réponse, elle sera facilement négative.
plus imprudente encore est la phrase « À Rome, on a apprécié que la Riscosa ait ouvert le feu ». Alors qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Est-ce que ce n'est pas une certaine amplification de la polémique? Alors ce sont des questions auxquelles on ne peut pas donner de réponse. Mais il est vrai que le serviteur de Dieu, Saint Pidis, n'approuvait pas les attaques personnelles et il considérait, en ce qui concerne le cas précédent, que les frères Scoton s'étaient trompés et donc il veut leur imposer silence. Donc le Saint-Siège impose le silence sur la controverse Milan, Monseigneur Scoton, ainsi que sur le modernisme. C'est du 12 février 1911. L'entrefilé de la Riscosa du 4 février va évidemment accroître la controverse. Le journal milanais, l'Unione, dans un article du directeur Filippo Meda du 9 février, prend alors position ouvertement contre la Riscosa. Le cardinal Ferrari, le même jour, profitant de l'occasion qui était offerte par la congrégation mensuelle du clergé urbain, fait un discours répondant à la Riscosa. Vous voyez, ça s'enflamme. Le fait passe dans la presse et la campagne journalistique va avoir des échos jusqu'en Allemagne et en France, et elle va atteindre son point culminant. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Siège intervient directement avec 2 lettres du cardinal Delay, une adressée au cardinal Ferrari et l'autre au frère Scoton. Dans les deux lettres, on disait que le Saint-Père voulait que l'on mette fin à la controverse. Voilà la note du cardinal Delay, c'est une note. Le 12 février fut expédiée au cardinal Ferrari une lettre autographe du cardinal secrétaire à propos du différend Milan Monseigneur Scoton sur le modernisme. Dans cette lettre, il était dit que le Saint-Père voulait qu'on mette fin à la controverse sur l'accusation de la Riscosa. Étant donné que si ce journal s'était trompé, il en avait été bien payé de retour et qu'il ne fallait donc pas aller au-delà. Du reste, il se tint tranquille car le Saint-Siège avait pleine confiance en son zèle, en sa vertu et en sa fidélité. Et parce que le Saint-Père avait accueilli avec plaisir l'assurance qu'il veillerait sur l'Unione et qu'il ferait son possible pour en changer le directeur, il approuvait qu'il continue à veiller sur tout, mais spécialement sur le séminaire. Donc c'était écrit à la même date, après échange de télégrammes entre Monseigneur Scoton, avec Monseigneur Scoton, lui disant que le Saint-Père voulait que la polémique cesse. Il y aura ensuite un développement de la controverse du 12 février au 1er mars 1911. Le 12 février, le cardinal Delay avait donc écrit à la fois au cardinal Ferrari et au frère Scoton, disant que, de par la volonté du Saint-Père, la polémique devait cesser. Mais cette fois aussi, malheureusement, elle ne cessa pas. Nous avons donc une autre période, du 12 février au 1er mars, où intervient de nouveau le cardinal Delay. Donc le 12 février 1911, lettre de Monseigneur Andrea Scoton au cardinal Delay. Il écrit cette lettre le jour même où partait de Rome une lettre adressée justement aux frères Scoton, leur imposant le silence. Voilà le sujet de la lettre. Premier point, Monseigneur Andrea Scoton écrit « Que faut-il faire ?» après le discours impétueux du cardinal archevêque au clergé urbain, où il attaque la Riscosa. Il fait donc allusion à ce discours qui avait été tenu par le cardinal Ferrari
lors de la réunion mensuelle du clergé qui eut lieu le 9 février, déjà diffusée par la presse quotidienne. Deuxième point, les prêtres riscossiens, c'est-à-dire amis de la Riscossa, les prêtres riscossiens de l'archidiocèse, à ce qu'ils écrivent, se trouvent sous le gouvernement de la terreur. Troisième point, le journalisme révolutionnaire et maçonnique fait un vacarme de tous les diables. Quatrième point, il y avait vraiment longtemps que l'éminentissime archevêque de Milan couvait dans son sein des sentiments qu'il montra crûment au clergé urbain et qu'il avait manifestés plusieurs fois en d'autres circonstances. Mais je n'aurais jamais cru être placé par un cardinal de notre Sainte Mère l'Église après tant de bienveillantes attestations de la part du Saint-Père dans les rangs des calomniateurs. Patience, et maintenant je repose ma question, que faut-il faire ? La réponse à cette question fut un télégramme du cardinal Dolé lui demandant de se taire, comme on le voit dans la lettre suivante, et puis dans celle du 19 février. Le 16 février 1911, de nouveau, Monseigneur Andreas Coton, cardinal Dolé, après avoir reçu la communication télégraphique de se taire, il retira tout de suite, Monseigneur Coton retira tout de suite de l'imprimerie un article qu'il avait déjà composé, dans lequel il réagissait contre l'accusation de calomnie dont il avait été gratifié à Milan. Donc il obéit. Il écrit « Éminence, j'ai tout de suite retiré de l'imprimerie l'article qui était déjà imprimé sous le titre « Calomniateur, non. Et j'ai rempli le vide du mieux que j'ai pu pour que le journal ne paraisse pas trop en retard. Maintenant, j'attends votre vénérée lettre. Désolé d'avoir exposé, comme on a l'habitude de le dire, la couronne. Patience, et dans les voies de la Providence, cela aussi sera ad bonum, pour le bien. Il est certain que sous cette avalanche d'injures qui s'est déchargée contre moi, on risque de perdre la tête. » Puis, le 16 février, même jour, 1911, lettre du cardinal Ferrari au cardinal Dolé. Il répond à la lettre du 12 février en assurant que pour sa part, il ne dira plus un seul mot sur la question avec la Riscossa, mais il épanche à nouveau sa douleur. Voilà la partie principale de la lettre. Veuillez assurer sa sainteté que pour ma part, en ce qui concerne cet incident connu, je ne dirai plus un mot, croyant cependant qu'il ne me sera pas refusé de reproduire dans la Rivista Diocesana le discours que je fis lors de la réunion du clergé le 9 de ce mois. Donc ça veut dire qu'il ne va pas se taire. Parce que les journaux m'ont fait dire sur certains points des paroles que je n'ai pas dites. Quant au fait de ne pas m'inquiéter à cause de ce même incident, cela n'est pas en mon pouvoir. Je suis résigné à la volonté divine, même dans ces tribulations. J'ai confiance que Dieu, qu'il soit béni, m'a donné la grâce, et qu'il me la donnera aussi pour l'avenir, de toujours dire, et de tout mon cœur, le fiat voluntas tua. Mais, à cette heure sinistre, comment puis-je ne pas être affligé et inquiet? Votre Éminence dit que Milan n'est pas exempt de zizanie, comme ne le sont pas les autres illustres villes du diocèse. Et je ne l'ai jamais nié. Mais en attendant, on vise seulement Milan pour lancer contre elle les plus atroces calomnies. Que peut-on dire de plus grave pour un séminaire que lorsqu'on l'appelle pépinière du modernisme? Ça, il ne l'a pas digéré.
ce qui veut dire pépinière de toutes les hérésies. Devant de telles calomnies, je n'ai pas pu me taire. Et ma parole fut calme et digne, me semble-t-il. J'avais attendu un signe de rétractation ou une déclaration, mais qu'en fut-il? Cet article connu de tous, dans lequel le rédacteur revenu de Rome publiait ne rien avoir à retirer et avoir remis à Rome sur l'état de Milan et des séminaires des jugements très graves par les autorités. Et toujours cet article connu de tous, dans lequel le rédacteur revenu de Rome pouvait affirmer qu'à Milan, en ce qui concerne les principes, cela va mal, très mal, et que le modernisme se trouve partout, y compris dans les antichambres des prélats. Et il y a seulement celle de l'archevêque. Et il finit avec une ironie cinglante, en faisant allusion à la piété éclairée et au zèle apostolique de l'archevêque, qui a le modernisme dans son antichambre comme il en a une pépinière dans le séminaire. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.